Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Résonance a décidé de vous proposer ces prochaines semaines, régulièrement, des émissions autour du mouvement des Gilets jaunes. Parce que justement, vous, avez-vous le sentiment de vivre un moment inédit ? Vous en faites peut-être activement partie ? Peut-être le redoutez-vous ? Êtes-vous pour, contre ? Plutôt partagé ? Avez-vous le sentiment que la comédie a assez duré ? Ou pensez-vous qu'au contraire, ça ne fait que commencer ? Comme le dit lui-même Stéphane Trouille, qui peut savoir où nous en serons dans 6 mois ? En ce qui concerne Résonance, on pourrait dire que nous sommes en ébullition. Car en tant que médias de proximité, nous nous devions de plonger dans cette grosse marmite. C'est pourquoi, par exemple, il y a peu, nous nous sommes rendus, micro ouvert sur Saillant, afin de récolter des témoignages pendant le festival « À part ça, tout va bien », dont le but était d'apporter un soutien aux 4 inculpés de Valence. Cet épisode vous proposera donc une série d'interviews avec une poignée de gens rencontrés ce jour-là. Nous parlerons de médias, de pensée critique, de police, de violence, de garde à vue, de mouvements étudiants, de syndicats étudiants, de legal team, de bénévolat et de solidarité. En gros, de démocratie. On vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin afin de se dire au revoir. Je m'appelle Christophe, je viens du Diois, enfin un petit peu plus haut, là, la vallée. J'ai la bonne quarantaine tassée. Comme nous tous. Enfin, comme beaucoup d'entre nous. Et me voilà aujourd'hui à Saillant. Il y a le festival organisé suite aux événements d'interpellation et d'incarcération de Stéphane et Maria. Suite aux manifestations du 8 décembre dernier des Gilets jaunes. Donc Stéphane et Maria sont des gens de la vallée et j'ai suivi ce qui leur est arrivé. Et moi, du coup, par rapport à ce qui leur est arrivé et tout ce qu'on entend dans les médias nationaux, mon questionnement porte sur les violences policières, le pouvoir qui est donné à la police. Ça te questionne depuis peu, depuis longtemps ? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à ces violences policières, justement ton ressenti ? J'ai pas une grande expérience dans l'analyse des violences policières. Ce que je vois par rapport à ce que Stéphane et Maria ont fait, les condamnations sont pour moi hyper lourdes. Et le crédit apporté aux interventions policières est pour moi trop importante par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, je me dis, depuis 2015, l'état d'urgence, c'est la déclaration crescendo de droits policiers qui passe au détriment de la liberté d'expression du citoyen. C'est ça mon inquiétude en fait. Et donc je venais aujourd'hui un peu pour déjà voir comment se comporter face à une interpellation policière. Parce qu'aujourd'hui ça peut m'arriver à moi aussi, même si je porte pas de coup de pied ou quoi que ce soit, mais je peux très bien faire partie d'une manifestation et être interpellé. Et suivant comment je réagis, être mis en garde à vue. Et c'est ça aussi qui me paraît énorme. Au moment du CPE-CNE, c'était en 2005. J'ai fait toutes les manifs à Lyon. Et alors elles se sont plus ou moins bien passées avec des casseurs en marge, ainsi de suite. Mais on n'a jamais été interpellés, quoi. Jamais. Mon ressenti, c'est une dérive autoritaire. Clairement, pour moi, ça me parle. Une dérive autoritaire du gouvernement. Voilà, après, moi, je la vois à la solde d'un pouvoir économique. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement social dit des Gilets jaunes, il est super intéressant sociologiquement, quoi. Parce qu'il fait parler la France Culture, il fait parler partout, quoi.
qui m'intéresse dans ta réflexion, c'est que tu me parais être dans une autre temporalité, d'avoir besoin d'un temps de réflexion avant de proposer, éventuellement d'en discuter. Pourquoi ? Déjà parce que je n'écoute pas les actualités, donc je viens juste de me reconnecter à l'actualité. Et puis parce que je me méfie donc des grands médias. Pourquoi ? Parce que y a une affiche là-haut à la salle Saint-Géraud qui montre bien qui appartient à qui. Libération, l'Express, au revoir. Le Monde, au revoir. C'est pas... J'écoute France Culture, ça me fait plaisir, et puis mais France Inter, non. Je me méfie un peu. Pourquoi ? Parce que c'est important pour toi de réfléchir justement par toi-même ? Parce que tu as peur d'être manipulé ? Oui, de toute façon, je pense que n'importe qui a besoin d'avoir aussi du temps pour y réfléchir. Mais c'est plutôt la seconde chose. C'est plus une peur d'être manipulé. Le truc, c'est il faut qu'on aille trouver l'info entière. Il ne faut pas qu'on soit juste satisfait de ce qu'on nous serve. Donc du coup, est-ce que moi, ce qu'on me sert dans les écrits des grands journaux, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la difficulté, quoi ? Ouais, c'est une vraie difficulté parce que quand bien même tu enregistres une émission de radio comme on est en train de le faire, moi, je vais couper des trucs. Tu vois, pour des questions de basiques de durée d'émission, en fait. Est-ce qu'il y a une solution à ça ? Je sais, non, enfin je sais pas en tout cas, mais peut-être qu'on donne trop de place, trop d'importance à ces grands médias, mais en même temps c'est ce qui fabrique aussi pour moi l'opinion, quoi. Et après voilà, on parle de l'opinion et après il y a l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on fait l'opinion publique ? Et les pouvoirs, donc les gouvernants, se servent de ça. Et c'est une chaîne, quoi. Donc après, comment est-ce qu'on arrête la chaîne ? Comment est-ce qu'on peut intervenir sur la chaîne ? Et voilà, c'est un questionnement sans fin, quoi. Sacré paquet de merde. Ouais, mais on est dedans. Bonsoir, je m'appelle Naof El Amri, je suis lycéen au lycée Albatri-Boulet à Romans-sur-Isère et je suis membre du syndicat lycéen l'UNL, l'Union Nationale Lycéenne. J'ai d'abord commencé par l'engagement politique, je suis au PCF depuis 3 ans et là j'ai décidé l'année dernière de m'engager au sein d'un syndicat parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les partis politiques c'était très compliqué de pouvoir toucher les personnes dans les lycées. On va dire on a une sorte de peur du politique, enfin on a décidé avec plusieurs personnes de mon lycée avec qui on se mobilisait de rejoindre ce syndicat et depuis on a de cesse de faire d'actions pour essayer d'informer sur les réformes. Tu nous as parlé de ton expérience, de ce qui s'est passé donc à Romans lors d'un mouvement de grève lycéen, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en informer ? Parce que personnellement, j'en avais pas entendu parler. Oui, en fait, le 30 novembre, l'UNL a lancé un appel pour le 30 novembre à la mobilisation lycéenne, dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon lycée, le Triboulet, on a commencé à se mobiliser. On ne pensait pas qu'il y aurait une telle ampleur qui serait prise dans le département. Il y avait les 4 lycées de Romans ont été bloqués. Nous, on est allé au lycée Bouvet, c'est un lycée professionnel qui est à côté de mon lycée. Il y a eu des poubelles qui ont brûlé, il y a des cons partout. Hein. Et le problème, c'est que quand les policiers sont arrivés, ils ont ramené 3 camions, 3 fourgons. Moi, j'étais là, j'étais présent parce que je comptais les aider pour vraiment bloquer leur lycée, non pas pour faire du bordel. Et le problème, c'est que ils nous ont fouillés. Ils ont trouvé dans mon sac un déodorant, mais qui était avec des affaires de sport, puisque j'avais sport juste après. Du coup, ils ont déduit logiquement que le déodorant allait servir à cramer une autre poubelle ou quelque chose d'autre. C'est assez logique, hein, le déodorant, c'est sûr que ça sert à cramer, hein, c'est bien connu. Du coup, j'ai fait 4 heures de garde à vue au commissariat de Romans. Après, ça puait la piste, c'était un peu... Voilà, quoi, c'est pas la première fois que je vais en garde à vue, mais c'est sûr que c'est jamais très plaisant. Là, il y a eu beaucoup de lycéens et de lycéennes qui ont été arrêtés avec leur nouvelle réforme, enfin leur nouvelle loi qui a été votée, je crois, il y a 1 an. C'est la présomption il y a une sorte de présomption de passage à l'acte. Donc en fait, ça leur permet d'arrêter des gens avant qu'ils passent à l'acte, s'ils considèrent qu'ils vont passer à l'acte. Donc il y a des lycéens et des lycéennes qui étaient dans la rue seuls, qui ont été arrêtés parce qu'on pensait qu'ils allaient qu'ils allaient commettre des actions, alors que rien n'a été fait. Ça s'apparente à de la répression pure et dure. On empêche les gens d'agir avant même, quand on enferme les gens avant que des preuves ou des actes puissent leur être reprochés. C'est assez problématique. Après, la mobilisation dans le département, elle a été assez grosse. On a eu 2000 lycéens et lycéennes qui ont été dans les rues à travers les lycées de Romans, de Die, de Cré, Valence,
Pirellat, Montélimar, moi depuis que je suis lycéen et depuis que je suis engagé, c'est la première fois qu'on voit ça, avec des anciens. Les anciens nous ont aussi dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, enfin, même pour la loi, la loi travail, c'est le CPE, ils n'avaient pas vu ça, 95 aussi. C'est un truc assez exceptionnel qui se passe. Après, les Gilets jaunes aussi nous ont aidés lors de nos actions. Par exemple, lors du blocage de mon lycée, des Gilets jaunes sont venus nous aider pour éviter que les policiers nous chargent ou jettent des lacrymos. On en est où alors? C'est quoi les suites de votre mouvement aussi? En fait, il y a eu un conseil national de l'UNL qui s'est tenu le 3 et 4 janvier à Paris. Là-bas, on a décidé de relancer le mouvement à partir du 14 janvier parce que les professeurs aussi, les syndicats de professeurs appellent à la grève. Donc il y a le SNES-FSU, CGT Éduc, FO Éducation qui appellent aussi à la grève. Donc ça va nous permettre de pouvoir compter sur des alliés de poids puisque c'est nos professeurs. Qui dit professeur absent dit pas cours, donc pas cours dit possibilité d'être dehors pour pouvoir militer de manière assez plus légitime, quoi. Là, on envisage d'occuper les établissements scolaires parce qu'on considère que les lycées sont nos moyens de production, comme une usine et le lieu des ouvriers et des ouvrières. Donc on pense qu'occuper ces établissements nous permettrait de récupérer, de se réapproprier nos moyens de production. Après, nous, ce qu'on envisage, c'est notamment par exemple la mise en place si on arrive à occuper nos établissements, la mise en place de cours, on va dire, qu'on n'étudie pas, de l'éducation populaire, des débats. D'accord. Et peut-être avec l'intervention de personnes extérieures au lycée. Par exemple, j'ai croisé un ami là, qui m'a proposé une conférence dans l'établissement. Ce sera peut-être pas possible tout de suite, mais s'il est occupé, ça pourrait devenir possible. Ouais. Donc voilà, là la lutte va reprendre. Comme on dit, le printemps des luttes arrive. Il va falloir qu'on se remobilise parce que les vacances sont passées. Beaucoup de gens sont démotivés, mais on relance le mouvement petit à petit. On se précipite pas. Même si par exemple jeudi, mon lycée a été bloqué, ce jeudi-là. Toujours contre les réformes, voilà. Après, il y a aussi beaucoup de répression de la part de l'administration qui essaie de... Bon, il y a notamment par exemple CPE, je ne dirais pas son nom, mais qui nous a invités à aller occuper la mairie plutôt qu'aller bloquer le lycée. Parce que pour elle, ça ne sert à rien. Elle se reconnaîtra si elle écoute. Il n'y a pas de problème. Ça va. Voilà. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Je m'appelle Fabrice, je suis bibliothécaire, je suis syndiqué à Sud Culture et par ailleurs je me suis un petit peu occupé sur la région parisienne de collectifs de défense collective, anti-répression et contre les violences policières. D'accord. Et donc tu as été invité à venir participer à un peu la table ronde débat qu'il y a eu tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit toi? J'ai été invité par un camarade de Sud Culture qui est dans la région. Donc on m'a invité à venir parler un petit peu de l'expérience qu'on pouvait avoir à Paris, justement sur les organisations possibles pour faire face à cette répression. Qu'est-ce que le Legal Team et comment ça fonctionne du coup? Alors une Legal Team, c'est un collectif de militants et de militantes qui, dans les situations de répression, assure à la fois une information sur la prévention en cas d'interpellation, de garde à vue, de comparution immédiate de procès, donc les bons réflexes à avoir, essayer de faire comprendre ce qui est en jeu dans une garde à vue, ce qui est en jeu sur une comparution immédiate ou sur une audience, donc d'informer les gens sur leurs droits, sur ce qui est préférable pour eux de faire ou pas, et à la fois les accompagner, puisqu'on est en lien avec des équipes d'avocats militants, de pouvoir leur indiquer quels avocats ils peuvent bénéficier, de les accompagner pour les procès et de faire un peu une interface entre les avocats et eux pour construire ensemble une défense collective, c'est-à-dire où le prévenu n'est pas simplement, c'est pas l'avocat en fait qui mène la chose, on construit ça tous ensemble, le prévenu, l'avocat et si le prévenu le souhaite, la présence de la Legal Team. Tu m'expliquais hors micro que lors de manifestations, il y avait aussi un numéro de téléphone grâce auquel les gens pouvaient
pouvaient se référer, appeler directement, c'est ça ? C'est ça. Pendant les actions, les manifestations, une ligne est ouverte où les gens peuvent appeler quand ils sont témoins d'une interpellation, d'un proche ou simplement de quelqu'un qui était dans leur périmètre direct, pour qu'ils nous disent un petit peu, voilà, il y a cette personne qui vient d'être arrêtée par la police, qui potentiellement peut aller en garde à vue. Et nous, ça nous permet de savoir un petit peu en temps réel le nombre d'arrestations, à quel endroit ça se passe, et de donner des conseils aussi aux gens qu'on a au téléphone, donc c'est pas les prévenus eux-mêmes, mais c'est leurs proches, pour qu'ils puissent constituer des garanties de représentation, pour qu'ils puissent être en contact avec les avocats, de façon à aider à défendre leurs camarades qui sont en garde à vue, qui vont passer en comparution immédiate. Mais alors du coup, si vous donnez des conseils, et s'il y a des gens qui écoutent, c'est la possibilité que tu donnes quelques conseils à des gens si ça leur arrive, quoi, tu vois, et puis les gestes à avoir, les réflexes à avoir. Alors, premièrement, pour la garde à vue, il y a 3 choses simples. C'est ne rien déclarer à la police, parce que souvent la police, systématiquement, la police essaie de charger les prévenus avec ce qu'eux-mêmes apportent comme matière. Donc, il y a cette phrase clé, je n'ai rien à déclarer. C'est pas la police qui doit instruire le dossier, c'est la justice. Donc, c'est devant la justice qu'on doit parler, ou pas, c'est un choix politique après, mais c'est la justice qui doit traiter l'affaire, c'est pas la police. Donc, en garde à vue, on ne dit rien à la police. Et quand on dit rien, c'est rien du tout, à part son nom, son prénom. Deuxièmement, c'est demander un avocat, militant, si possible, refuser les commis d'office parce qu'ils ne sont pas très bons, en tout cas ils ne sont pas dans la même perspective qu'un avocat militant. Troisième chose, refuser la comparution immédiate. Ça, c'est à voir avec l'avocat, parce qu'il y a des situations où ça peut être un peu différent, mais de façon générale, la comparution immédiate, c'est-à-dire qu'on sort de garde à vue, on est déféré au dépôt, on passe devant un tribunal, on n'a pas eu le temps de préparer sa défense et l'avocat non plus. Donc il est toujours préférable en fait de demander un renvoi de l'audience en fait pour avoir le temps de préparer sa défense. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Mon cœur. J'ai un carnet rouge, un carnet à souche. J'y recense diverses ressources. Quand je l'ouvre, tout bouge dans mon carnet rouge. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Et j'ai un carnet bleu, c'est le plus vieux. J'y dépeins mes vœux pieux. Tout se peut dans mon carnet bleu, et personne n'en veut. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Quand je l'ouvre, personne ne bouge. Et j'ai un carnet vert, celui que je préfère. Les mystères de l'univers, quand je m'y perds, tout s'accélère. La défense collective, c'est l'affaire de tous. On n'est pas des spécialistes, les militants qui s'occupent de défense collective, de Legal Team. On est des gens on s'est formés sur le terrain, quoi. On travaille avec les avocats, on assiste au procès. Donc on s'est un peu formé, c'est à la portée de tout le monde. Donc on engage, vu la répression qui s'abat sur nous et qui n'est pas près de diminuer a priori, on engage tous les gens dans les localités à constituer des legal teams de façon à armer, et quand je dis armer c'est sur un plan juridique, sur un plan préventif, en fait, à armer les gens de façon à ce qu'ils ne soient pas écrasés par l'institution policière ou judiciaire. Après je voulais juste finir avec ça, je ne prends pas trop de temps, mais par rapport à ce qui se passe contre la police, on me disait, oui, tu disais les gens qui sont arrêtés quand ils sont plus proches de nous, ça nous parle plus, quoi. On entre dans autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce qui, pour moi, est peut-être notre salut, finalement, c'est la répression elle-même. C'est-à-dire que quand c'était les banlieues, on voyait ce qui se passait. Si on était un peu gauchiste, on pouvait être sympathisant, on pouvait avoir de l'empathie, mais ça restait des gens très loin, dans des réalités très différentes. Quand ça a été l'ultra-gauche qui s'est fait matraquer, pareil, il y a toute une partie de la population qui s'est dit, bon, ok, ils sont matraqués, mais finalement, ils l'ont un peu cherché. Les uns c'était des racailles, les autres c'est des anarchistes qui veulent mettre des bombes, etc. Et tout. Aujourd'hui, ça touche une partie de la population encore différente. Et il y a des gens qui se reconnaissent, qui s'identifient dans cette population-là. Et peu à peu, en fait, le capitalisme il est en train de prendre de plus en plus. Donc forcément, ça fait de plus en plus de miséreux, de plus en plus de gens qui se révoltent, de plus en plus de répression policière. Donc finalement, ça commence à toucher de plus en plus de gens qui se disent « Ah bah tiens, mais finalement, en 2016, ceux qui s'en prenaient plein la gueule, est-ce qu'ils sont si différents de nous ?» Et c'est là qu'on peut faire des ponts en fait et parler. Et plus on sera nombreux finalement à subir la répression, plus ça pourra faire un front élargi.
m'appelle Edwin Bérardier, j'ai 22 ans. Je suis éducateur dans un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est des structures qui accueillent des personnes sans domicile. Comme je suis remplaçant et que du coup je travaille pas à temps plein, en mes temps libres, j'essaye de faire un peu de bénévolat, participer, aider des associations, des gens, ou rencontrer des inconnus. Et du coup là on aide les bénévoles, nous préparons la nourriture, mettons en place la salle pour ce soir afin qu'on puisse accueillir un maximum de monde. Et donc toi t'es venu filer tes bras et donc concrètement qu'est-ce que t'as fait alors ce matin ? Bon, j'ai découpé des carottes, des navets, j'ai épluché des trucs et d'autres. C'est révolutionnaire ça. Eh ben, j'ai envie de dire oui, dans le sens où honnêtement moi ce matin quand je me suis réveillé, j'avais pas du tout envie de venir ici, mais je me suis dit oui mais n'empêche que là on est en train de faire quelque chose qui va servir, qui va aider les autres et que couper 3 carottes dans ce contexte-là, oui ça a un aspect un peu révolutionnaire pour moi. Enfin révolutionnaire je sais pas, mais en tout cas qui participe à aider d'autres personnes quoi. Et oui, du coup oui. Et du coup, il y avait un petit slogan qui tournait, quoi, que en fait la solidarité c'était un petit peu le meilleur contre-pouvoir qu'on pouvait proposer en fait. Et toi, tu t'es dans cet état d'esprit-là ? Ouais, totalement. Enfin, je me dis qu'on a essayé de bien nous diviser, de nous rendre assez individualistes. Et que finalement, ce qui fait notre force à nous, c'est pas d'aller castagner du flic, c'est d'être entre nous, d'être solidaires, de créer et d'aider, et voilà. Et là, ça, pour moi, ça a vachement plus de sens que d'aller bloquer quelque chose ou d'aller bloquer une ville. Quoique, j'ai aussi mis mon gilet jaune pour aller bloquer des ronds-points, mais qu'il faut que, pour moi, ça prend sens à partir du moment où, en plus de bloquer, on propose aussi d'autres choses. Où les gens partagent, discutent entre eux. Moi, quand j'étais sur le rond-point à Cré pour le 31 décembre, j'ai rencontré Tonio qui m'a parlé justement de cette association, donc la cantine populaire. Et c'est de là que du coup je suis venu ici aujourd'hui, que j'ai entendu parler d'ici et voilà. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a quelque chose qui me fait réagir, c'est quand tu as employé le mot « entre nous », en fait, l'expression « entre nous ». Est-ce que tu penses qu'il nous faut rester entre nous ou comment on fait pour essayer d'ouvrir justement à soit on pourrait qualifier ça par des gens qui ne sont pas convaincus ou qui ne sont pas informés. Comment on fait pour créer une démocratie, je dirais ? Pour créer une démocratie. Oh là là, je te sèche là. Complet, mais je vais réfléchir et tenter d'y répondre. Je pense que la démocratie, elle passe par chacun d'entre nous et que il faut être force de proposition et se mobiliser et que c'est trop facile de déléguer. Mais du coup, au plus on délègue, au plus au final on est déçu parce qu'on remet notre pouvoir à des gens qui vont décider à notre place, qui connaissent pas forcément notre réalité, notre manière de vivre. Et que pour moi la démocratie elle va passer par le fait d'être ensemble, de proposer, de créer. Après parfois ça aboutit pas, ça fait aussi partie du jeu. Et qu'aujourd'hui en 2019 on a tout un tas de réseaux internet ou quoi pour faire passer des infos et autres que les médias qu'on peut voir à la télé qui sont déjà bien manipulés pour moi et qui font passer des infos qui sont déjà bien ciblées et bien épurées de plein de choses. Et du coup voilà. Moi, j'invite les personnes à se mobiliser, à réfléchir, à mettre du sens à ce qu'elles font, à ce qu'elles pensent et d'essayer de concrétiser un peu leurs idées. Comme là, par exemple, aujourd'hui, il y a des temps de débat qui sont mis en place. Et tiens, chacun va discuter un peu de son point de vue, de qu'est-ce qu'on pourrait créer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place tous ensemble. Et j'invite les gens à se mobiliser et se rendre compte que oui, c'est un très chouette mouvement qui est en train de se passer en ce moment. Et que voilà, moi j'ai 22 ans, je suis jeune, je suis venu tout seul et il n'empêche que même en 5 minutes j'ai discuté avec des gens, j'ai rencontré, je me suis dit tiens, j'ai appris le nom d'une association, je me suis dit pourquoi pas faire du bénévolat ou des choses comme ça. Et j'invite les gens à s'intéresser. Voilà, je prétends pas avoir la vérité absolue, le savoir et que ça c'est ce qu'il faut et que ceux qui sont pas là-dedans ils sont mauvais, pas du tout, mais j'invite les gens à s'intéresser et à découvrir. Voilà, c'est fini. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accordé de leur temps de cerveau disponible ce jour-là. Entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande et le Bazar Sonic. Si vous cherchez plus d'informations, sachez qu'il existe une page de soutien aux 4 inculpés de Valence. Vous la trouverez sur le réseau social Facebook. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur la page mixcloud.com/surlaroute. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques.